Par parler ensemble évidemment du vote du jour, de l'actualité du jour, c'est ce vote à l'Assemblée nationale sur la suspension des retraites. Pas trop d'enjeux, de doutes. On sait qu'a priori le vote devrait passer avec le soutien du Rassemblement national et de la gauche. La grande question, c'est qui va payer la facture, Nicolas? Je commence avec vous. Je ne vais peut-être pas refaire le couplet qu'à mon avis on partage grosso modo sur ce plateau autour de... D'ailleurs, vous l'avez très bien introduit dans votre édito au début de l'émission, selon lequel, évidemment, tout ceci est absolument désespérant. C'est l'échec de la pédagogie économique. L'objectif principal de ce gouvernement, ça devrait être de réduire les déficits publics. C'est quand même pour ça qu'il a été constitué. Et la première grande mesure, c'est de les augmenter. Bon, je ne rentre pas dans le détail parce que je pense qu'on est à peu près tous d'accord et c'est dit et redit sur votre antenne. Mais je voudrais faire... Même ici, les politiques, le vote, c'est qu'il y a un sujet politique derrière et que les Français, quand même... Je voudrais faire deux remarques par rapport à ça qui peut-être feront le lien avec le reste de l'émission. Je regardais le sommaire. On va parler d'espace, on va parler d'intelligence artificielle. On aurait pu parler aussi de la Chine, on aurait pu parler de l'arrivée du quantique peut-être plus vite que prévu. Oui. On aurait pu parler de la voiture autonome qui est en train d'exploser aux États-Unis à une vitesse très supérieure à ce qu'on pouvait imaginer, avec un partenariat entre Nvidia et Uber. Oui. Autant de sujets tout à fait passionnants. Et là, si vous voulez, il y a dans notre pays, en matière de débat public, un décalage qui est coupable. Le terme même de retraite, terme militaire qui préfigure la défaite, retraite, vous voyez, ça veut dire, non mais on est un pays littéraire, ça veut dire quelque chose. Et donc, tout ce temps que nous consacrons à parler des retraites et à parler, même pas d'ailleurs, à la limite, pourquoi pas, d'une grande réforme des retraites qui pourrait être au moins intéressante, comme on introduit de la capitalisation, par exemple, ça c'est un sujet intéressant. Est-ce qu'il faut on en parle de plus en plus, ça ceci dit, on commence à en parler, Mais enfin là, le vote, en tout cas, c'est là le sujet du jour. C'est moins travaillé. Donc vous voyez, je trouve que c'est un peu désespérant en matière de débat public et je vous remercie d'avoir mis dans votre sommaire des sujets qui sont vraiment intéressants. Et le deuxième sujet, peut-être qu'on en parlera aussi tout à l'heure, moi je suis assez en colère, si vous voulez. Je pense que la pédagogie économique a été mal faite. Oui. Et je pense que les dirigeants d'entreprise, en dehors de ce plateau, ne vont pas assez au front. Et j'en ai un peu marre avec quelques amis que je pourrais citer, comme Olivier Babot, comme d'autres. Enfin, on se sent un peu seul, si vous voulez, parfois, dans ces batailles. Et je regrette que, notamment, les grands dirigeants d'entreprises de ce pays ne soient pas au front, parce qu'au fond, ils sont parfaitement légitimes. Martin, là, quand même, remet un coup de pression. Maintenant, surtout le reste, oui, mais pas sur ça. Après la bataille, la bataille politique, elle est perdue. Oui, et puis elle est perdue. Donc heureusement qu'ils arrivent. Mais il fallait se battre comme des malades cet été. Alors moi j'ai envie de répondre à la question. Qui est-ce qui va payer? Je disais pas la réponse de Christian Poyot. Qui est-ce qui va payer? Les Français. Oui. C'est les Français qui vont payer. Il y a cette espèce d'illusion de dire c'est pas moi qui vais payer, c'est les entreprises, c'est les riches qui vont payer. Mais d'une manière ou d'une autre, si c'est les entreprises qui payent, elles vont s'appauvrir, elles vont être moins productives, elles vont moins créer de valeur, elles vont moins embaucher, elles vont moins exporter. Et voilà. Si c'est les et donc ça veut dire moins de croissance globalement. Bien sûr, voilà. Si c'est les riches, mot en France qui a tellement de signification, de toute façon il y aura moins d'investissement, où une partie des gens vont se délocaliser, malheureusement, bien évidemment. Donc ce qu'on n'arrive pas à faire comprendre aux Français, c'est que à un moment donné, il faut faire tous, les entreprises, les gens qui ont plus aisés, etc., mais tous vont faire des efforts. Mais là, ce qui est voté n'a aucun sens. On y reviendra certainement avec cette lettre du MEDEF et toutes les organisations, Croissance Plus, etc. Mais ça n'a aucun sens. Et donc, ce sont les Français qui vont payer au final. Ce sont eux qui vont payer. Exactement. Voilà. 3 milliards de hausse d'impôts. Oui, et 15 milliards à horizon 2035. Mais tout le débat initial a été on fait reporter sur les générations suivantes un sujet d'aujourd'hui, etc. Et bien là, on en remet une couche, puisque on gère un sujet court terme qui est uniquement un sujet de, entre guillemets, stabilité politique, stabilité de certains politiques, et pas stabilité politique. C'est le prix pour décrocher une fois de plus, reporter sur les générations suivantes le coût des mesures qui vont être prises aujourd'hui. Donc d'une certaine façon, mais ça c'est mon avis personnel, on peut se demander s'il ne faut pas aller jusqu'au bout de l'histoire, s'il y a du chaos politique. Parce que c'est-à-dire on est bien dedans, là, le chaos politique, à court terme le fait qu'on transfère des sujets sur les générations suivantes et qu'on augmente encore le coût
pour les dépenses c'est ce que disait publiques François d'une façon Bayrou. générale, c'est un vrai sujet. Et Patrick Martin parle de double déni, le déni sur la situation des finances publiques et le déni qui consiste à dire non, mais ce que disait très bien Christian, non, c'est pas vous qui paierez, ce sont les ultra riches. Oui. Donc on est au cœur d'un sujet et à un moment donné, quand on est dirigeant d'entreprise, eh bien, on se dit ok, à court terme, ça va être compliqué, la décision que je vais prendre ou comment je vais m'organiser, mais en tout cas, je ne vais pas obérer le long terme. Oui. Et on est en train de faire exactement l'inverse. Pour des petits sujets de politique où l'on peut comprendre que je ne qualifierais pas de politicienne, sauf pour certains et certaines, on transfère une masse considérable, alors que le sujet principal, c'est la situation des finances publiques, du déficit et de la dette d'une façon plus globale, même si, je voudrais terminer, c'est qu'on arrive encore à bien tenir. Il y a une information qui est sortie récemment sur la fortune globale, ou plutôt la richesse. Le patrimoine global, économique le de patrimoine la France. global On approche des 20 000 milliards. des Français, qui s'approche des 20 000 milliards, dont une grande partie détenue au travers de l'épargne des Français, que l'on veut taxer au passage. Alors, autre point, très rapidement, pour pas être trop long, autre point. Ah oui, on va taxer les investissements en assurance vie, fonds euros. Et on l'appelle impôt sur la fortune improductive. Ah bon? Improductive, mais cet argent, il va où? Il va sur les comptes bancaires des personnes, où il est dépensé, où il est, comme dit Patrick Martin dans une interview, où il est sous un matelas, mais non, il s'investit dans les entreprises. Donc, et dans la dette française. Les mots ont leur importance. C'est incroyable d'appeler tout cet investissement des Français et d'une très grande masse de Français comme une richesse improductive. C'est le miroir de quoi ce débat à l'Assemblée nationale? D'une méconnaissance économique complète du système, ou c'est de l'instrumentalisation politique? C'est les deux. Je pense que c'est vraiment les deux. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une très grande partie de lâcheté. En fait, je suis frappé de voir, il y a quelques parlementaires qui se battent. Il y en a quelques-uns, je pourrais vous les citer, je sais pas, Guillaume Kasbarian, Olivier Grégoire, etc. Il y en a. Que des libéraux. Oui, Mais mais il y en a quelques-uns qui se battent. Philippe Juvin, bon, bref. Mais globalement, vous avez quand même aujourd'hui beaucoup de lâcheté, je trouve, de la part des parlementaires. Et puis vous avez, moi, je pense qu'il y a une vraie méconnaissance des fonctionnements de base de la vie économique dans une grande partie de la classe politique. Il y a 20 chefs d'entreprise à l'Assemblée nationale. Sur 577 députés. C'est pire que ça. C'est pire que ça. Vous avez aussi une méconnaissance de la vie économique chez les économistes. Non, mais je vous le dis comme. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Bien sûr. Je pense à tous ceux. Pas qu'à une seule personne, mais je vais vous les donner. J'ai aucun problème avec ça. Je pense à tous ceux qui ont soutenu la taxe Zuckman, qui est la taxe Zuckman, qui est quelque chose qui à sa logique, si vous êtes un professeur de macroéconomique qui ne fait que manier des équations, ce qui est tout à fait honorable, mais qui n'en a plus aucune à partir du moment où vous connaissez la vie des entreprises, à partir du moment où vous savez valoriser une entreprise, à partir du moment où vous connaissez la vie des marchés, à partir du moment où vous connaissez la vie du capital investissement, toute cette construction s'effondre complètement sur l'autel de la connaissance concrète de la vie économique. Donc oui, vous avez... Chez nos élites, en règle générale, je fais mon moment populiste. Mais vous avez la minute populiste de Nicolas Bouzou. Mais vous avez une vraie méconnaissance de la vie économique concrète. Populiste ou réaliste, ou lucide, encore une fois. Qui se traduit d'ailleurs dans le mode de fonctionnement. Alors c'est vrai que la Constitution établit un processus pour le vote du budget, mais pour nous, dirigeants d'entreprise, c'est juste aberrant de se dire qu'on va s'occuper des recettes avant de s'occuper des dépenses courantes et des investissements qu'on va réaliser. Donc, on réfléchit d'abord à quelles sont les dépenses globales de fonctionnement de mon entreprise, quels sont les investissements que je dois réaliser, et on va voir si on peut conquérir et fidéliser suffisamment de clients pour que le chiffre d'affaires permette de couvrir ses charges et éventuellement de générer un bénéfice. Là... On oublie souvent qu'il y a deux leviers d'action sur les recettes et en plus on n'a pas d'inquiétude parce que le mode de fonctionnement de l'État français est tel que le recouvrement de l'impôt est une de ses forces. Juste quand même, en 2 secondes pour conforter cette idée, pour bien resituer les choses. Vous avez 1700 milliards d'euros de dépenses publiques. Ce qu'on demande aux parlementaires, c'est de trouver sur la dépense 30-35 milliards.
Enfin, je veux dire, vous mettez n'importe qui de bonne volonté dans une pièce qui a un peu le sens de l'intérêt général, votre affaire, vous la faites en 20 minutes. D'autant plus qu'il faut rappeler que ce sont des économies en tendance. Peut-être qu'il faut qu'on rappelle ce que c'est que la tendance. Non, mais en plus, la dépense publique va augmenter de plus de 30 milliards d'euros. Ces 35 milliards d'économies n'empêchent pas une augmentation constante. Les dépenses publiques, elles augmentent parce qu'on vieillit, on a besoin de dépenses de santé, on a de plus en plus de retraités. Il y a des raisons aussi pour lesquelles... Donc pour aller dans le fond du sujet politique, on ne demande pas à la gauche de se renier. On lui demande d'être responsable. On ne demande pas à la droite de faire du méli. On lui demande de faire à peu près ce qu'elle devrait faire étant donné son positionnement politique. On ne demande pas au RN d'aller contre leurs convictions. On leur demande de montrer, puisque c'est un de leurs sujets, qu'ils sont à peu près capables de gouverner. C'est pas plus que ça, hein. RN qui, au passage, s'est vraiment gentiment laissé aller pour voter 35 milliards de hausse d'impôts. Absolument. Mais ça aussi, c'est un sujet. Notamment sur les multinationales, sur les grandes entreprises et sur les multinationales. Je voudrais en venir à cette interview de Patrick Martin. C'est aujourd'hui dans Le Figaro. Le président du MEDEF parle effectivement de double déni. Alors, Nicolas Bouzou, vous dites que le patronat ne s'est pas assez exprimé. Les grands patrons n'ont pas assez pris la parole. On a deux chefs d'entreprise autour de la table. Comment vous vous sentez représenté par le patronat? Parce que, bon, on rappelle, hein, le MEDEF là, et 13 autres organisations patronales ont envoyé lundi au Premier ministre une lettre rappelant que les 53 milliards d'euros de hausse d'impôts votés à l'Assemblée nationale, c'était pas possible et qu'on avait besoin des entreprises pour faire de la croissance. Mais enfin, ce message, c'est un peu Pierre et le loup, quoi. Non, ouais, mais c'est un peu comme les rapports de la Cour des comptes. C'est quand même assez fort. Hein. Je reprends bien la lettre. Pas sûr que ça change grand-chose. J'ai le détail de la lettre, évidemment. Enfin, ça commence avec une immense inquiétude, quoi. C'est le mot, la première phrase. Ça fait un an qu'on entend ce message-là. Oui, je sais bien. Bon, là, c'est signé par alors, toutes les organisations patronales représentatives, hein, bien évidemment, mais également les autres. Il y a, je cite Croissance Plus, c'est un ancien président de Croissance Plus et ancien aussi membre du conseil exécutif du MEDEF. Il y a effaré, on est tous effarés de ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors pour rebondir sur ce qui a été dit, il y a quand même une frange des députés qui sont anti-économie de marché. Hein. C'est clair, hein, les filles et compagnie, ils sont anti-capitalistes. Voilà, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent construire d'ailleurs, hein, un système qui aboutit à l'URSS, ancienne méthode, etc. Voilà. Vous en avez du côté de l'extrême droite, ou de la droite en tout cas, le Rassemblement national, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'ils veulent, entre guillemets, c'est assez flou. Et puis il y a une partie là-dedans où effectivement, moi je retiens plus quand même le mot incompréhension que lâcheté, entre guillemets, quoi. Je vais leur faire leur laisser la latitude qu'ils font ça dans le bon sens, quoi, si je veux dire. Mais c'est vrai que il y a une déconnexion totale d'une partie des députés et des sénateurs qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise, donc qui ont l'impression d'être hors sol, quoi. On est dans un monde parfait, complètement isolé, on va pouvoir tout faire, etc. Et les entreprises ne sont pas en système concurrentiel entre elles, entre l'Europe, entre les États-Unis, la Chine, etc. Il y a une méconnaissance totale du sujet. Alors, est-ce qu'on s'exprime? Mais le propre des organisations patronales, c'est pas de faire du buzz. On n'est pas des gens qui allaient prendre les drapeaux. Enfin, c'est arrivé quelques fois. Je me rappelle. Il y avait en préparation une grande manifestation. Je ne sais pas si tu t'en souviens, qui avait eu lieu à la porte de Versailles, juste à côté de là. Oui. Mais on agit en permanence, si vous voulez. Et il y a quand même Bernard Arnault qui, Dieu sait s'il est voué à la vindicte populaire en permanence, s'est exprimé assez clairement sur un certain nombre de choses. Oui. Le patron de Total aussi à l'Assemblée a dit des mots très forts. Oui. Dans d'autres thèmes, le patron Dassault l'a fait aussi. Bon, les négos à l'Assemblée nationale, voilà, etc. Donc ça a été fait comme assez clairement, mais c'est vrai qu'on a l'impression de hurler contre le vent, quoi, d'une manière générale. Donc quand allons-nous avoir des hommes politiques responsables, et je pense notamment, on va dire, à la gauche de gouvernement, pour un petit peu regarder les choses en face, que c'est effarant. Vraiment, le seul mot qui me revient, c'est effarant par rapport à ça. Bon. Et après, un autre débat sur le côté économiste et entreprise. Moi, je fais partie de ceux, il y en a beaucoup, qui ont grand plaisir et grand intérêt à écouter les économistes. Il faut des économistes qui nous permettent de sortir de notre quotidien, qui ont un champ un peu plus large, etc., etc. Mais là aussi, je ne peux aller que dans le sens de ce que dit Nicolas Bouzou. Vous discutez avec certains, ils sont dans des chiffres, ils sont dans des équations certainement très intelligentes, mais il n'y a aucune confrontation. Moi, je pense que le monde économique doit en permanence j'avais confronté, mais en tout cas échanger.
Non, mais se nourrir les uns des autres en même temps. Personne n'a la vérité absolue. Mais c'est vrai qu'il y a des débats qui sont complètement... On a envie de leur payer un an de stage dans une entreprise pour mettre les pieds dans la glaise et voir ce que c'est les concurrents, les factures, les candidats, les collaborateurs, etc. C'est effarant. En même temps, Patrick Bertrand, on sait qu'on se fait plaisir à l'Assemblée nationale, qu'on fait beaucoup de politique, qu'on fait des effets de manche, que beaucoup des mesures qui ont été votées ne seront pas adoptées, quoi qu'il en soit. On va voir ce qui va se passer au Sénat. 53 milliards de hausse d'impôts dénonce le courrier des 13 organisations patronales. Roland Lescure, lui, il parle de 11 milliards d'euros de hausse. Mais sur les plus aisés et sur les entreprises, est-ce qu'il y a un risque d'exil fiscal? On entend cette petite musique monter de plus en plus chez les conseillers de gestion en patrimoine, chez les avocats fiscalistes. Il y a beaucoup d'interrogations sur est-ce que je quitte la France? Oui, il y a beaucoup d'interrogations. Et d'ailleurs, pour poursuivre ce que disait Christian Poyot, il y a aussi la pétition signée déjà par 300 dirigeants d'entreprise qui s'appelle Trop c'est trop. Donc, il y a eu le Front économique avec ses publications. Front économique auquel a participé le récent prix Nobel de l'économie. Donc, non, on est au front. Alors, le sujet de l'exil fiscal, dans la mythologie, si je puis dire, ou dans l'imaginaire de chacun, c'est je m'en vais parce que je veux payer moins d'impôts et je veux garder mes sous. Oui. En réalité, alors, ça n'est pas qu'une mythologie. Non, mais je m'explique. En réalité, et ce que je crains beaucoup, moi, c'est pas l'impact immédiat fiscal, c'est la perte de compétences, la perte d'esprit entrepreneurial. Et en réalité, ce qui peut pousser un dirigeant à partir ou à arrêter d'investir en France, c'est l'incertitude. Oui. C'est cela qui est le... Un degré de pression fiscale le plus dramatique aujourd'hui. La spoliation, oui, mais aussi, hein. la pression fiscale, d'un certain point de vue, si on est en stabilité, on le connaît déjà, puisqu'on est en stabilité de la pression fiscale, une des plus importantes au monde, on la connaît déjà, mais on a géré quand même nos entreprises dans ce contexte-là. Là, on est en totale instabilité. Et la pire des choses, particulièrement en phase de budget pour les entreprises, on est en fin d'année, il faut prévoir le budget de l'année prochaine, on fait comment? Qu'est-ce qu'on prévoit? Donc c'est ça qui amène des dirigeants responsables à se dire, bon, peut-être que je devrais investir ailleurs. Au-delà de la notion d'exil à titre personnel, c'est peut-être que je ferais mieux d'investir ailleurs. Et c'est ça qui est particulièrement inquiétant. Donc on utilise des tas de mots, exil fiscal, immédiatement dans l'imaginaire des Français. Ils veulent payer moins d'impôts, ils veulent augmenter leur fortune qui est sur le compte en banque. Non, c'est l'instabilité. Nous demandons de la stabilité. Et puis peut-être un sujet qui est qu'on paye beaucoup d'impôts, mais pourquoi faire? C'est-à-dire que la majorité sont quand même prêts à payer énormément. C'est l'autre sujet. Juste pour terminer, c'est un très bon point. C'est l'autre sujet. Où est le deal? Alors, on va dire que je suis trumpiste parce que je parle de deal, donc ça n'a rien à voir. Où est le deal? Vous voulez nous augmenter les impôts? OK. En contrepartie de quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est comme si dans une famille, il y a quelqu'un, un membre de la famille, qui dise à celui qui finance, tu peux pas m'en donner un peu plus? Mais attends, regarde comment tu dépenses. Dis-moi les efforts que tu vas faire et je vais t'assurer le lien et la transition pour. Il n'y a aucun deal. Et c'est pas un deal personnel. Non, mais il n'y a aucun deal global. Moi, c'est qu'est-ce que vous faites pour le pays? Voilà ce qu'on va faire. Sur la notion d'exil fiscal, là aussi, ça fait partie de la sémantique. Comment dire, les riches, l'exit fiscal, etc., etc. Enfin, je veux dire, moi, dans les patrons que je connais, il n'y en a aucun qui va partir parce qu'on est chez nous, on est français, on va se battre pour notre pays. Si vous voulez, on est effaré, mais en même temps, on est combatif, on n'a aucune intention de partir. Simplement, ça va se traduire comment? Il va y avoir moins d'investissement, on va avoir moins les possibilités au sein de l'entreprise d'investir en France, d'accord? Donc l'investissement sera peut-être ailleurs. Et puis, il faut aussi penser dans l'autre sens. On tire à boulet rouge sur Emmanuel Macron. N'empêche que depuis 2017, il y a une politique pro-entreprise qui a quand même changé fortement avec ce qui se passait avant. Et donc les investissements étrangers ont progressé de manière significative et l'attrait de la France a progressé. Là, on est en train de repartir dans le sens inverse. C'est clair. Les hausses d'impôts repartent depuis cette année, 25 milliards. Il ne faut pas s'imaginer les gens qui vont partir avec des valises, avec des billets qui débordent à la gare du Nord ou je ne sais trop où, ou pour aller en Italie, etc. Ça va être simplement, encore une fois, un appauvrissement du pays. Et au final, c'est les Français qui vont supporter les conséquences. C'est
la richesse et la dynamique de la France, d'une manière générale, qui va être pénalisée. Donc sortons de ces mots, encore une fois, qui sont des traductions ridicules et caricaturales des décisions qui sont prises au niveau politique. Nicolas Bouzou. En fait, c'est ça. Le problème, c'est moins l'exil fiscal que les investissements qui ne sont pas réalisés. Oui. Parce que l'exil fiscal, en plus, c'est pas un très bon sujet parce qu'il y a plein de connotations derrière exil fiscal. Donc, moi, mon argument, c'est plutôt de dire, mais par des mesures fiscales, par cette avalanche de taxes, même d'ailleurs, si en effet tout est balancé par le Sénat, heureusement qu'il y a les sénateurs au passage, mais ça envoie quand même à nos concitoyens un message qui est, au fond, n'investissez pas, n'entreprenez pas, ne prenez pas de risques. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et ça, je pense que c'est extrêmement délétère pour la capacité d'investissement, pour la capacité d'entrepreneuriat dans notre pays. Quand le grand message qui est envoyé par la classe politique, c'est « mais si vous réussissez, on va tout vous piquer », le problème, c'est moins un problème d'exil fiscal que de jeunes qui se disent « mais au fond, on va être salarié, on va faire notre vie, c'est très bien d'être salarié, mais enfin on va faire notre vie tranquille, ou on va être fonctionnaire ». Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Christian Poyot tend une perche, dit quelque chose du type « c'est pas la mode de défendre la politique de l'offre d'Emmanuel Macron ». Je saisis la perche. Bon, moi, j'aime pas, de toute façon, tous ces effets de mode. Donc là, j'ai bien compris que la mode, c'était de taper sur le président de la République, de dire que c'est dramatique, etc. Et qu'il a mis... OK, j'entends bien ça. Mandat. Moi, j'aime pas ça, mais ça, c'est juste un problème médiatique. En revanche, retrouvons-nous dans 2 ou 3 ans, d'accord ? Et je prends un pari. C'est que la politique de l'offre d'Emmanuel Macron, elle sera regrettée. Voilà. Et qu'aujourd'hui... On sait ce qu'on a aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on aura demain. Exactement. Alors à moins, évidemment, que la politique menée dans 2 ou 3 ans s'inscrive dans cette continuité. Oui. Mais si ce n'est pas le cas... On a quand même un pays avec 1000 milliards de dettes supplémentaires, une dépense qui a complètement explosé, une politique du chèque qui nous fait partir dans le mur. Vous prêchez un convaincu. Simplement, je vous dis... Est-ce qu'on a vraiment mené une politique de l'offre quand même un peu. En multipliant les chèques dans tous les sens? Non, mais attendez, il y a 2 choses. La politique des chèques, je suis 1000 fois d'accord avec vous. Je ne peux pas dire mieux. Je suis 1000 fois d'accord avec vous. Je pense que c'était une erreur. On peut y revenir. Je pense que c'était une erreur majeure. Oui. Mais des ordonnances pénicaux à la baisse des impôts de production, en passant par Choose Friends, je pense que ça, ce sont des acquis positifs pour notre pays. Et s'ils sont jetés par la fenêtre, je pense que les dirigeants d'entreprise regretteront cette période. On peut rajouter l'allongement de la durée légale du départ en retraite pour travailler plus, bien sûr, qui va être enterré cet après-midi. Mais n'oublions pas quand même que l'augmentation de la dette, où est le sujet sur lequel tout le monde se gargarise et compagnie, et tire aussi à boulet rouge sur Bruno Le Maire, est majoritairement due à l'augmentation du coût du budget social, des retraites. Et c'est pas les chèques qui ont été distribués et qui étaient totalement indispensables au moment du Covid, sinon les entreprises étaient complètement au tapis, d'une manière générale, qui est le point principal. Il y en a eu beaucoup d'autres après. Donc mais on revient sur la schizophrénie d'une partie des acteurs politiques qui en même temps disent OK, créer des emplois, il faut développer l'emploi en France, et qui en même temps tirent à boulet rouge, font tout pour détruire le tissu économique français. C'est effarant, quoi. Je ne sais pas ce qu'on peut leur dire, comment on peut leur faire comprendre les choses. Encore une fois, il y a un stage à leur payer au PME pendant 1 an, quoi. Sur le sujet de la vision que l'on a du président de la République, la grande difficulté, c'est qu'on jette tout en même temps. Le point essentiel, il a été évoqué, c'est à tout ce qui a été posé comme socle de développement de l'économie est avéré. Au passage, ça avait commencé sous François Hollande. Emmanuel Macron l'a accéléré. Avec déjà Emmanuel Macron à l'Élysée. N'est plus du tout un sujet qui arrive en tête des préoccupations des Français. Ça l'a été pendant longtemps. C'est une réussite. Mais c'est comme si... dans une entreprise, on avait créé une dynamique absolument formidable, signé des nouveaux partenariats, des nouveaux clients, et que dans le même temps, on tirait sur la dette à mort, et surtout qu'on ne se préoccupait pas des conditions de travail de ses collaborateurs, collaboratrices. Oui. Et donc, ce qui nous amène dans ce maelstrom politique, c'est pas le fait que la politique économique était mauvaise, elle était très bonne, et elle est très bonne, et on espère que ça va continuer, parce que c'était une source de confiance pour tous les acteurs économiques, mais il faut pas oublier que derrière, il y a des citoyens, donc des collaborateurs dans une entreprise, il y a un environnement, et en même temps, le cadre de travail et les prestations qu'on assure se sont dégradées. Et le sujet, il est là, c'est-à-dire quand on ne s'occupe qu'un des éléments
qui permet à un collectif de progresser, eh bien, à un moment donné, un de ces éléments qui se dégrade, en l'occurrence la dette, en l'occurrence les prestations et la qualité des services publics, eh bien, on arrive à une crise politique, comme ça pourrait être le cas dans une entreprise. Et le sujet, il est là. C'est qu'on a oublié les deux autres pans qui font une politique générale pour un pays ou politique pour une entreprise. Et la crise vient de là. Le parallèle est intéressant.